Contrôle parlementaire, les députés nationaux ont-ils été rassurés par leur bureau? Gestion de la ville de Kinshasa, qu'attendre des élus de la capitale? Quelle place pour les jeunes dans le développement et la stabilité de la RDC? Face à face spécial ce mardi 13 mai, après le journal de 19h, avec le député national Ron Roger Bimola, auteur d'une proposition de loi sur la classification et la déclassification de certaines informations stratégiques. Rediffusion le mercredi 14 mai, après le journal de minuit, après le journal de 7h. Ron Roger Bimola, bonjour. Bonjour. Vous êtes député national, élu de la circonscription de Lukunga, ici à Kinshasa. Effectivement. Le plus jeune des députés. Vous avez été membre du bureau d'âge de cette législature. Vous avez 28 ans. À cet âge, c'est plutôt rare de voir un jeune s'assumer jusqu'à postuler et à être élu. Qu'est-ce qui a été à la base de cette ambition? J'ai toujours été très engagé socialement. J'ai été animateur dans de nombreuses fondations. Et lorsque l'occasion est venue, j'ai voulu participer aux élections pour montrer à tous les jeunes que c'était possible, que l'on pouvait se prendre en charge nous-mêmes et entrer activement dans la vie politique afin d'impacter sur l'avenir de notre beau et cher pays. Le risque, vous l'avez pris et ça a marché, alors que vous êtes membre d'un parti politique. On sait qu'en règle générale, en politique, des jeunes de votre profil sont plutôt derrière des acteurs politiques confirmés, quitte à attendre que leur heure puisse sonner. Et vous, c'était quoi? Déjà, j'ai eu de la chance d'avoir l'autorité morale que j'ai, Maman Fifi Masuka Saini, qui est ouverte à la jeunesse, qui a encouragé des jeunes à participer aux élections. Le chef de l'État lui-même avait fait un appel à la jeunesse pour qu'on participe massivement. J'ai candidaté, j'ai fait une grande campagne, avec beaucoup d'idées. Et la population m'a senti sincère et je les remercie pour les votes qu'ils m'ont accordés. Et maintenant, je suis député et j'essaye de faire ma mission de parlementaire noblement avec tout ce qui va et tout ce qui en suit. Député national en plus ici à Kinshasa, où il y avait plusieurs milliers des candidats dans une circonscription aussi relevée. Tout était relevé, mais à Lukunga, voilà. On va beaucoup parler des jeunes, justement, et de leur activisme dans tous les domaines de la vie, particulièrement en politique ou dans le travail parlementaire. Je rappelle que vous êtes député élu de Kinshasa-Lukunga, du parti FIDEC, de Fifi Masuka Saini et du regroupement politique A24. À la Chambre basse du Parlement, justement, l'actualité ces derniers temps a été marquée par toutes ces polémiques, ces débats autour du contrôle parlementaire entre, d'une part, certains députés qui accusent l'actuel bureau de bloquer des initiatives et de l'autre, le bureau qui s'en défend. Aujourd'hui, vous êtes rassuré quant à la sincérité du bureau avec le premier lot des membres du gouvernement et des quelques responsables de l'exécutif qui est passé dernièrement? Oui, on peut dire que nous sommes rassurés. D'ailleurs, je tiens à préciser que je suis également le président du réseau des jeunes parlementaires, que la plupart des initiatives de contrôle parlementaire déposées sont faites par des jeunes parlementaires, notamment les questions écrites, les questions orales, avec ou sans débat. Et on peut dire que nous sommes satisfaits car il y a déjà eu un premier lot de ministres qui sont passés récemment à l'Assemblée nationale pour rendre compte à la représentation nationale. On peut encore mieux faire, mais il ne faut pas céder non plus à la désinformation. Il faut savoir que lorsque une question orale avec débat ou non est déposée sur un sujet et sur un ministre, il ne peut pas y avoir une seconde question qui porte sur la même problématique. Donc c'est pour cela que ça se fait progressivement et je suis convaincu que le bureau de l'Assemblée nationale va continuer à programmer le contrôle parlementaire comme il l'a promis. Vous avez pleinement confiance au bureau à ce stade? Vous n'êtes pas de ceux qui l'accusent de bloquer des initiatives parlementaires? Je suis pour la stabilité parlementaire car notre chambre, la chambre basse, doit faire le contre-pouvoir mais également doit permettre de la stabilité pour que notre jeune démocratie puisse aller de l'avant. La stabilité parlementaire, la stabilité institutionnelle voudrait que chacun soit à sa place, que chacun fasse son travail. Donc un député demande à faire son travail de contrôle parlementaire,
n'est pas un objet, n'est pas une raison de rendre instables les institutions. Non, nous sommes à notre place et nous sommes membres d'une même famille politique. Nous sommes de la majorité présidentielle. Donc il faut prendre cela en compte. Le contrôle parlementaire s'effectue, il va continuer à s'effectuer et j'ai pleine confiance au bureau pour cela. Parlant du contrôle parlementaire, vous êtes quand même conscient que le peuple attend beaucoup de vous depuis la session en cours qui s'est ouverte le 15 mars dernier. Le pays va mal, beaucoup de secteurs ne marchent pas bien. Alors, dans ce contexte, on attend davantage des élus du peuple dans le sens de contrôler, d'interpeller, de sanctionner éventuellement, positivement ou négativement, les ministres par rapport à leur déploiement, par rapport à leurs actions. Raison pour laquelle il y a toute cette pression autour du contrôle parlementaire, surtout que le président de l'Assemblée nationale avait promis d'instituer un jour consacré uniquement au contrôle parlementaire. Ça a été couché dans votre règlement intérieur, mais ce n'est pas toujours d'application. Il faut savoir que c'est une promesse du président, mais que cette promesse n'est pas dans le règlement intérieur. Le règlement intérieur encadre le contrôle parlementaire. Et encore une fois, il y a eu des progrès qui ont été faits de la part du bureau et nous allons avancer. La population a raison de demander aux élus que nous sommes de la responsabilité et de contrôler, de faire le contre-pouvoir du gouvernement. Chose que nous faisons, que nous allons continuer à faire. Et les enjeux sont énormes. La question sécuritaire, les questions sociales, les questions économiques, rien ne sera oublié. J'ai pleine confiance. Il faut savoir qu'à l'Assemblée nationale, nous avons maintenant beaucoup de jeunes députés nationaux et que la plupart des initiatives, encore une fois, même de contrôle parlementaire, sont menées par ces jeunes députés et que tout au long de cette législature, nous avons l'ambition d'impacter et positivement. Vous allez le voir. Député national de la majorité, vous êtes de l'Union sacrée de la nation, pour que le public comprenne mieux. Est-ce qu'il n'y a pas d'arrangement politique pour ménager certains, pour couvrir, protéger certains membres de l'exécutif? Je peux vous assurer que les jeunes parlementaires n'ont pas peur de déranger. Arrangement. Je parle des députés de manière générale. Non, les jeunes parlementaires, on va en parler. Oui, je parle des députés de manière générale. En tant que président du réseau des jeunes parlementaires, je peux me prononcer pour moi-même et pour les jeunes parlementaires, mais non pas pour les députés en général, car ils ne m'ont pas donné mandat quant à ceux. Dans les jeunes parlementaires que vous représentez en tant que président, ne sont pas complaisants, ils ne participent pas à ce genre de manœuvres. Non, bien au contraire. Ils ne sont pas complaisants. Ron Roger Bimola, l'activité ou la mission d'un député national n'est pas que de contrôler, c'est aussi de créer des lois. Oui. Et en rapport avec cet aspect, vous avez initié une proposition de loi sur la classification, l'accès et la déclassification des données stratégiques d'intérêt national. Effectivement. De quoi s'agit-il exactement? Je me suis aperçu qu'ici, en RDC, il y a un vide juridique sur la classification et la déclassification des informations sensibles. C'est-à-dire que la loi ne dit rien sur le secret défense. Or, nous sommes un pays qui connaît depuis 30 ans des guerres d'agression, qui connaît depuis 30 ans des conflits, et nous n'arrivons pas à sécuriser l'ensemble du territoire national, car notamment nos informations fuitent. Cela fait partie des préoccupations premières de la population, c'est-à-dire la paix, et cette loi va contribuer à ramener la paix, car au XXIe siècle, la guerre est avant tout une guerre d'information. D'ailleurs, comment pensez-vous que les États-Unis contribuent à la guerre en Ukraine, notamment avec leurs services de renseignement, savoir où sont les intérêts stratégiques, où frapper, ainsi de suite. Aujourd'hui, la RDC est devenue une passoire à information. C'est-à-dire que toutes nos opérations militaires sont connues à l'avance, notre armement est connu de la part de nos ennemis, ils peuvent acheter des brouilleurs, notamment pour nos drones, et je pense qu'une loi qui permet de délimiter le secret défense, c'est-à-dire avec un système de classification hiérarchisé en 3 étapes, avec tout d'abord les informations confidentielles, ensuite les informations secret défense et enfin les informations top secret défense nous permettra de mieux réguler nos informations et ainsi de pouvoir surprendre l'adversaire lors des opérations militaires notamment, mais pas que. Je voudrais que l'on soit plus concret. C'est une matière très technique pour permettre à nos auditeurs de mieux comprendre. Quand vous dites loi sur la classification, l'accès et la déclassification des données stratégiques d'intérêt national. Le constat, c'est quoi?
Et qu'est-ce que vous entendez obtenir à travers cette loi? Le constat, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des personnes non habilitées, car il n'y a pas de système d'accréditation, c'est-à-dire de système qui donne la capacité à des gens de participer à des réunions sensibles où seront traités des sujets très sensibles de l'État, notamment des réunions militaires, par exemple, sur les opérations à mener, des opérations pour défendre la patrie. Et maintenant, le système de classification va permettre d'y répondre. Concrètement, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va établir, cette loi établit des critères pour classifier des informations. Des informations sur les opérations militaires, encore une fois, des informations sur des codes militaires, des informations même sur des rapprochements diplomatiques sensibles avec certains États qui peuvent mener par la suite à des traités, à des accords. On va les classifier pour pas qu'ils ne puissent fuiter, pour pas que l'ennemi puisse en bénéficier. Ce n'est pas déjà ce que fait le gouvernement à travers l'exécutif, à travers le Conseil supérieur de la défense, à travers des structures qui, dans pareilles circonstances, gèrent ce genre d'informations? Il y a certaines lois qui parlent de classification sans établir les termes, sans définir, sans établir même un cadre juridique. On a bien évidemment la notion de secret d'État, mais encore une fois, comment s'effectue cette classification au jour d'aujourd'hui? Il n'y a pas de critérium, il n'y a pas de critères. Aussi, il n'y a aucune disposition légale sur l'accréditation. Il n'y a pas de critères pour dire que telle information est sensible, telle information est secrète, telle information peut être mise à la place publique. C'est de cela que vous parlez. C'est de ça dont je parle. Il n'y a pas non plus de critères pour dire que si cette information est sensible, telle personne peut y accéder et en suivant telle procédure. Okay. Ça, c'est le système d'accréditation. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a des réunions sensibles qui sont tenues. Les participants sont des membres qui ne sont pas habilités et qui font fuiter ces informations. Ils ne sont pas habilités? Ils ne sont pas habilités. Il n'y a pas de système, en tout cas, la loi ne prévoit pas de système d'habilitation, d'accréditation. Donc, les personnes ne sont pas habilitées et cela favorise la fuite d'informations. Quand vous dites les personnes qui participent à ces réunions ne sont pas habilitées, vous parlez de quoi? Parce que prennent part, allez, je prends Conseil supérieur de la défense. Les gens sont... des personnes habilitées. Oui. Mais de qui vous parlez? Non, mais par exemple, au Conseil supérieur de la défense, bien sûr que les gens sont habilités de par leur fonction. Mais par exemple, le Conseil supérieur de la défense peut inviter des gens à participer à certaines réunions. Est-ce que ces personnes sont passées par une procédure de background check? Par exemple, est-ce qu'on a regardé leurs antécédents? Est-ce qu'on s'est assuré qu'il n'y avait pas de risque sécuritaire pour notre pays afin qu'ils puissent participer à cette réunion? Notamment, ces réunions doivent se tenir à huis clos et le secret doit être maintenu. Maintenant, le secret. Combien de temps ce secret doit-il être maintenu? Et quelles sont les sanctions en cas de non-respect de ce secret? C'est à ces problématiques-là que vient répondre justement mon texte de loi, ma proposition de loi. Donc, on va résumer la qualification de chaque information. Oui. Secrète, top secret, peut être divulguée, etc. Et le profil de ceux qui doivent gérer cette information, de ceux qui doivent prendre part à des grandes rencontres stratégiques puisque le pays est en guerre. Je peux même vous donner, si vous permettez, je peux même vous donner un exemple concret. Allez-y, oui. Admettons qu'il y ait une personne habilitée de par sa fonction au jour d'aujourd'hui, comme vous le dites. Il participe à une réunion souvent avec un membre de son cabinet qui, lui, n'est pas habilité, qui, lui, ne devrait pas forcément être accrédité. La personne de son cabinet participe à la réunion, puis rentre chez lui. En rentrant chez lui, il est au téléphone, je ne sais pas avec qui, par exemple, il parle de ceux dont on a traité lors de cette réunion qui auraient dû être classifiés. Donc, c'est-à-dire que et la personne au téléphone a les informations qui devraient être secret défense, et le chauffeur, et peut-être même le policier qui se trouve dans le véhicule. Encore une fois, je pense que vous ne pouvez pas dire que je me trompe en disant que la RDC est devenue une passoire à information. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, tout circule. Et c'est très problématique. Notre système d'armement, nos opérations militaires, nos militaires au front, c'est une loi qui protège des vies. La vie de nos soldats, ça protège aussi nos diplomates en fonction, ça protège nos agents. C'est une loi très importante pour nous permettre de sécuriser l'ensemble du territoire national et de ramener la paix. Qu'est-ce que cette loi, dans ce contexte précis, devrait apporter pour rassurer davantage les Congolais et pour garder secret certaines informations? Déjà, ce n'est pas une loi liberticide, car c'est une loi qui laisse une procédure, notamment aux magistrats, pour pouvoir accéder à l'information classifiée, pour garantir le droit de la défense, qui est un droit consacré par l'article 19 de la Constitution, et aussi
on va dire, consolidée par l'article 61 de la Constitution avec les droits fondamentaux inaliénables. Donc, encore une fois, c'est une loi même de transparence. Elle nous permet de délimiter ce qui doit rester secret pour garantir ce qui peut être public. C'est une loi de responsabilité. Tous les pays du monde sérieux ont des lois similaires. Nous avons les États-Unis qui ont un système parmi les plus rigides, les plus stricts de sécurité intérieure, de sécurité défense, notamment avec le système de classification. Et pourquoi un système de classification en 3 étapes? Car ce sont les standards internationaux. La plupart des pays ayant adopté un système de classification utilisent un système de classification à 3 étapes. Et si vous le permettez, qui dit classification dit également déclassification. Justement, on va parler de la déclassification. Je voudrais que vous puissiez terminer vos explications sur la classification de Oui. Pas de souci. Donc encore une fois, c'est un système qui est salvateur pour un pays, notamment un pays comme le nôtre qui est en guerre depuis plus de 30 ans, un pays où se mêlent les intérêts internationaux de grandes puissances, un pays qui a 9 pays limitrophes. Il est important de pouvoir contrôler nos informations. La guerre moderne, c'est avant tout une guerre d'information. Si on ne contrôle pas nos informations, nous ne pourrons pas gagner les batailles qui nous mènera à la paix définitive. Votre proposition de loi prévoit des sanctions, mécanismes de contrôle pour éviter que ces informations dites stratégiques, secrètes, ne puissent fuiter. Lesquelles? Cette proposition de loi prévoit bien sûr des mécanismes de contrôle et prévoit également des sanctions. Je vais d'abord commencer par les sanctions. Les sanctions se feront en fonction du niveau de l'information divulguée. Le système de classification que je vient avec une hiérarchisation de l'information sensible. Encore une fois, lorsqu'on parle des affaires de l'État, toutes les informations n'ont pas la même valeur, toutes les informations n'ont pas le même potentiel destructeur en cas de divulgation. C'est pour ça qu'il y a 3 étapes confidentielles à nouveau. En cas de fuite, par exemple de divulgation d'une information confidentielle, il y aura des sanctions administratives si la fuite est non intentionnelle. Mais il y aura également des sanctions pénales si cette fuite est intentionnelle, allant de 6 mois à 2 ans de prison. Pour les informations top secret défense, c'est-à-dire des divulgations qui peuvent nuire à la souveraineté de l'État, aux intérêts supérieurs de la nation, il y aura des peines pénales allant de 10 à 20 ans. Et enfin, pour une divulgation d'une information top secret défense, là, on peut parler de servitude pénale servitude pénale, excusez-moi, la perpétuité, excusez-moi. Okay. Donc, tout individu qui se permettrait, une fois cette loi adoptée et promulguée par la suite, donc une fois qu'elle entre en vigueur, qui se permettrait de divulguer une information dite stratégique, secret défense, risquerait, conformément à la loi, des peines très lourdes. Très lourdes. On ne rigole pas avec la sécurité de l'État, avec la souveraineté nationale, avec les affaires de l'État, on ne rigole pas avec cela. Et je pense que c'est une loi très sérieuse, car elle traite d'un sujet sérieux. C'est une loi qui contribue à ramener la paix dans notre pays, un pays qui est endeuillé, avec des millions de morts depuis 3 décennies. Donc évidemment, lorsqu'on est responsable politique, lorsque l'on a accès à des informations sensibles, stratégiques, on est redevable vis-à-vis de la population. Et c'est pour ça que le régime de sanctions qui vient avec cette loi est important et fort. J'ai vu récemment sur les réseaux sociaux un individu publier les marques d'armes, des drones que devraient acquérir les forces armées de la République démocratique du Congo, avec des spécificités, avec et des pays, des fabrications. Pour ça, on encourt des peines très très lourdes, au cas où on s'essaie. Non, après, cela dépend encore une fois de la situation. Cela dépend de la manière avec laquelle vous avez eu l'information. Si l'information est déjà sur les réseaux sociaux et que vous faites que la relayer, vous ne risquez rien. Mais si vous avez contribué à la divulgation d'informations sensibles, là, il peut y avoir effectivement des sanctions. Mais je tiens à préciser quelque chose. Oui. Lorsque, par exemple, on a les spécificités techniques de nos avions militaires, de nos drones militaires qui fuitent sur les réseaux sociaux, rendez-vous compte que c'est l'ennemi qui achète des brouilleurs. Rendez-vous compte que c'est des opérations militaires, que c'est la vie de nos soldats au front qui est remise en question. Donc il faut agir strictement. C'est des choses qui n'arrivent nulle part ailleurs, mais ici nous trouvons que c'est normal, que c'est de l'information publique. Non, le système de défense doit être classifié.
Oui, c'est pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la population. Justement, ça c'est en rapport avec des informations à classifier. Parlons de la déclassification, qui n'est pas un débat qu'au Congo, ou qui ne fait pas débat qu'au Congo. On parle beaucoup et de plus en plus de déclassification en France, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Quelles sont, dans ce contexte de guerre, des informations à déclassifier? La déclassification accompagne la classification, c'est-à-dire que la déclassification est presque automatique. Après un certain délai, en fonction du niveau de classification d'une information. Vous proposez quoi justement? Quels sont ces genres d'informations et à quelle échéance on peut déclassifier une information? L'échéance est de 10 ans pour les informations confidentielles, de 20 ans pour les informations secret défense et enfin de 30 ans pour les informations top secret défense. Encore une fois, cela varie selon les pays. La France, les États-Unis utilisent, même la Grande-Bretagne, l'ensemble des pays membres. Ça j'ai vu, mais pour le Congo, vous proposez quel délai? 10 ans pour les informations confidentielles, oui. 20 ans pour les informations secret défense et enfin 30 ans pour les informations top secret défense. Après, une procédure encore est possible pour le service concerné de demander la déclassification d'une information et également pour le chef de l'État. Ce serait quel service? Encore une fois, les services qui peuvent demander la déclassification d'une information sont les services habilités à classifier une information. Ils seront fixés par ordonnance du président de la République après avis du Conseil supérieur de la Défense. La loi ne le propose pas. La loi ne propose pas ces services-là. Le ministère, la présidence de la République, l'état-major général des forces armées, ce serait quel service? En fait, la loi ouvre justement à une ordonnance présidentielle pour fixer les services qui auront habilité à classifier les informations. Encore une fois, c'est une loi de responsabilité. C'est une loi qui a pour vocation de rester, de durer, de perdurer. Et pour ce faire, on doit ouvrir. Notamment, il y a certaines informations qui seront, plutôt certaines procédures qui seront fixées par voie réglementaire, par ordonnance du chef de l'État ou par décret du Premier ministre. Donc la loi laisse la possibilité au chef de l'État de définir les services habilités à définir la confidentialité ou non d'une... Car le contexte est sujet à évoluer et en fonction des évolutions, en fonction de l'organisation étatique, le chef de l'État, garant des institutions, pourra accorder ou retirer à certains services la capacité de classifier l'information. Après, les procédures de classification seront fixées par décret du Premier ministre après avis du Conseil supérieur de la Défense. Est-ce que cette loi cette loi va d'abord s'appliquer au numérique? Parce que le débat ou la problématique de l'administration en République démocratique du Congo, c'est aussi les fuites d'informations sur le numérique, des documents officiels, confidentiels, que l'on retrouve du jour au lendemain sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette loi s'appliquera aussi dans ce domaine-là? Merci de parler du numérique, car le numérique n'est qu'un pan, même majeur, mais n'est qu'un pan de la sécurité, enfin de la défense nationale, de la sécurité des informations top secret. Défense. Je vais parler par exemple du code du numérique. Le code du numérique parle plutôt des informations confidentielles des particuliers, mais de la gouvernance numérique également, mais ne parle pas justement du secret défense, ne parle pas de la classification des informations. Ça, c'est une autre loi, c'est la loi que je propose, la proposition de loi que j'ai déposée à l'Assemblée nationale. Et le numérique est très important. Lorsqu'on parle de protection d'informations stratégiques, c'est surtout support. Encore une fois, les procédures de protection de ces informations seront fixées par décret du Premier ministre, mais bien sûr englobera le numérique, les serveurs, la manière d'accéder à l'information, les lieux auxquels on peut accéder à l'information. Si vous regardez bien aux États-Unis, il est même interdit de partager certaines informations sur les réseaux sociaux en utilisant WhatsApp. Peut-être que ce sera une messagerie particulière qui sera développée par notre pays afin de garantir justement l'intégrité des données. Donc c'est très important d'englober le numérique dans la défense nationale, bien évidemment. Et récemment, un membre de l'administration Trump a eu des problèmes. Il a été molesté sur la toile pour avoir, par inadvertance, entre guillemets, publié des informations secrètes, stratégiques, sur un réseau social. Parlant justement de ce débat, je l'ai dit, on parle de plus en plus des classifications à travers le monde par rapport à tous ces grands événements malheureux pour la plupart qui ont marqué notre planète. Mais en même temps, il y a ce débat sur la traque des lanceurs d'alerte.
des grandes personnalités. On a entendu parler de Wikileaks, etc., de ces personnes qui ont livré des informations qui, pour leurs États, ne devraient pas l'être. Et de ces ONG à côté, des droits de l'homme qui prônent la liberté d'expression, la liberté d'information, qui se battent contre ceux qui étouffent l'information. Ça, c'est le constat général. Pour revenir à République démocratique du Congo, vous êtes dans un média qui parfois a du mal à avoir des informations de première main, surtout sur des opérations militaires sur le terrain. Est-ce que votre proposition de loi ne vient pas mettre davantage en difficulté et les lanceurs d'alerte et des médias que nous sommes? Je vous remercie pour cette question qui est très pertinente. D'ailleurs, c'est une préoccupation qui revient beaucoup. D'ailleurs, j'ai pu le voir parce qu'il y a un vrai engouement sur les réseaux sociaux depuis que j'ai publié cette proposition de loi. Mais non, cette proposition de loi ne vient en rien museler la presse. Si vous regardez l'article 24 de la Constitution qui consacre le droit à la liberté de l'information, la liberté de la presse, mais cet article, ainsi que l'article 122 de la Constitution, permet aux législateurs, que je suis, notamment en tant que député national, de fixer les limites, les suggestions aux libertés, notamment pour des raisons d'intérêt national, de défense nationale. Encore une fois, on ne rigole pas avec la défense nationale. Je ne suis pas expert sur l'armement militaire, par exemple. Je pense que la plupart des journalistes ne le sont pas non plus. Donc ce n'est pas notre rôle de faire fuiter les informations, encore une fois, sur les réseaux sociaux, dans la presse, quant à notre armement militaire, car ce faisant, c'est des vies qui sont mis, que l'on risque, c'est les vies de nos militaires au front. Après aussi, la déclassification permet, quoi qu'il arrive, aux informations d'arriver dans l'espace, dans le domaine public, après un certain délai. Et enfin, dans la loi, nous avons mis des garde-fous. Nous avons mis des éléments qui ne peuvent pas être classifiés, notamment toute information permettant de couvrir du blanchiment d'argent, des détournements de fonds, de la corruption ou tout crime divers. Donc ne vous en faites pas, c'est encore une fois une loi de responsabilité. Soyons plus concrets. Il se passe quelque chose, l'armée nationale est en difficulté dans une zone précise, le journaliste que je suis a l'information. Qu'est-ce qu'il fait si l'on doit s'en tenir à votre proposition de loi? Qu'est-ce qu'il fait? Il la divulgue, ne la divulgue pas? Le journaliste? Le journaliste que je suis a une information compromettante pour l'armée, pour la nation, pour nos troupes, pour notre armement, etc. Qu'est-ce qu'il fait? L'information... Pour ne pas violer cette loi. Oui, l'information portant classification, c'est sur des éléments que l'on peut classifier, notamment des opérations militaires secrètes, notamment sur, par exemple, un plan de riposte. C'est-à-dire que tant que vous ne faites pas fuiter ou que vous ne participez pas, à la divulgation d'informations quant à une opération militaire secrète, de riposte, il n'y a pas de souci. Toutes les informations qui sont déjà dans la sphère publique ne peuvent pas être classifiées. Donc ça ne concerne que des informations, des informations en laboratoire, avant que les opérations se déroulent sur le terrain, par exemple. C'est pas que en laboratoire, mais c'est aussi des opérations en cours, bien évidemment. Mais après, il y a des informations qui sont d'utilité publique, notamment des informations sur la situation de ce qui se passe sur un champ de bataille. Je pense qu'il est difficile de classifier cela. Mais encore une fois, vous verrez l'exercice l'a montré dans d'autres pays, que chacun connaîtra justement son rôle, son espace d'action, que ce soit la presse, que ce soit nos services de défense, que ce soit nos services de sécurité. Ne vous en faites pas. C'est une loi de responsabilité. On doit être responsable. Je pense que vous-même, en tant que journaliste, vous savez quelle information peut nuire ou non à l'État, peut nuire ou non à notre souveraineté, peut nuire ou non aux intérêts de notre pays. Et vous faites votre métier, je l'ai suivi, je suis vos émissions, vous le faites avec beaucoup de responsabilité. On demande à nos services de faire preuve de la même responsabilité dans le traitement des informations sensibles. Ron Roger Bimola, je rappelle que vous êtes député national, député de la majorité parlementaire. Dans le contexte actuel, on ne peut pas ne pas
évoquer la situation que traverse le pays, surtout que votre proposition de loi va dans ce sens-là. Mais d'abord, vous avez bénéficié de l'expertise de certains organes techniques, de l'armée, du système de défense de notre pays, du système de sécurité, pour mettre en place cette loi et vous assurer qu'elle est conforme aux lois du pays? Oui, merci beaucoup de poser cette question. Il faut savoir qu'un député n'écrit jamais une loi seul. Il est entouré de conseils, notamment de constitutionnalistes, de juristes. J'ai écrit cette loi avec des sécurocrates et aussi des sécurocrates du CHESD qui sont venus, qui m'ont montré les limites de la protection des informations sensibles en RDC, et nous avons débattu, nous avons travaillé de nombreux mois pour sortir cette proposition de loi que l'on pense et qui est impactante et qui aidera encore une fois notre pays et notamment le chef de l'État dans ce qu'il entreprend pour ramener une paix pérenne sur l'ensemble du territoire national. C'est important de parler de paix pérenne. Pour quelle raison? C'est-à-dire que les États ne meurent jamais. C'est-à-dire que les conflits vont de manière inévitable arriver de nouveau. Mais cette loi doit préparer la RDC à éviter ou à nous permettre de répondre aux difficultés à venir, et notamment en contrôlant notre information une nouvelle fois. Elle s'appliquerait sur qui? Sur l'individu qui publie une information à partir de son réseau social? Il s'appliquerait sur un journaliste? Il s'appliquerait sur un militaire, un policier? On a vu également certains militaires sur les champs de bataille publier des vidéos avec des informations assez stratégiques. Elle s'appliquerait sur qui? La loi s'applique à tous. Cette proposition de loi s'applique à tous et c'est même l'une de ses innovations. Ce n'est pas juste une loi pour les agents publics, ce n'est pas juste une loi pour les militaires, mais elle s'applique à tous, à toutes les personnes qui ont eu de manière occasionnelle ou non permanente accès à des informations sensibles et stratégiques. Et il est important que cette loi s'applique à tous. Encore une fois, il y aura des enquêtes en cas de divulgation d'informations. Comment avez-vous eu cette information? Si vous l'avez eue sur les réseaux sociaux, vous ne craignez rien. Mais si vous avez participé à l'infraction de divulgation d'informations classifiées, là, vous pouvez avoir des problèmes, effectivement. C'est une loi de responsabilité. Je rappelle que vous êtes le plus jeune député national de cette législature. Vous avez été questeur du bureau d'âge de l'Assemblée nationale et vous êtes aujourd'hui le président du groupe, du réseau des jeunes parlementaires. De quoi s'agit-il? Il regroupe qui et vous faites quoi? L'Assemblée nationale, dans son règlement intérieur, permet aux députés de s'organiser en réseau et nous nous sommes organisés en réseau des jeunes parlementaires. Le réseau des jeunes parlementaires n'est pas une innovation de cette législature. Il y a eu des réseaux avant nous, mais c'est la première fois que le réseau compte une centaine de députés nationaux, soit soit à peu près 20% du poids politique de l'Assemblée nationale. C'est quoi le critère pour y accéder? C'est l'âge. C'est de quel âge à quel âge? Des députés de moins de 40 ans, jusqu'à 40 ans. Ouais. C'est ça le critère principal pour être... Aujourd'hui, vous êtes une centaine. Oui. Et qu'est-ce que vous faites pour peser davantage dans les débats? Le réseau a pour vocation d'être un catalyseur, c'est-à-dire de pouvoir accentuer, de pouvoir dynamiser les mesures, les initiatives déjà prises par les jeunes députés nationaux au sein de l'Assemblée nationale, de faire en sorte que nous puissions peser de notre poids pour faire passer les réformes qui comptent, pour faire passer aussi certaines initiatives de contrôle parlementaire qui sont difficiles à mettre en place. Vous êtes un réseau avec des députés qui appartiennent chacun à son groupe parlementaire, à son parti politique. Comment vous faites pour canaliser vos efforts vers vos objectifs? Je pense que notre volonté de servir est plus forte que nos différences de coloration politique. Notre dénominateur commun est la jeunesse et notre volonté d'impacter positivement le sort de ce pays. C'est vraiment beaucoup de responsabilité. Vous savez, j'utilise beaucoup le terme responsabilité. Pour quelle raison? Parce qu'on est responsable lorsque les décisions que l'on prend aujourd'hui, nous devrons vivre avec. C'est-à-dire que plus vous êtes jeune, notamment même en politique, plus les décisions prises sont celles que vous devrez assumer demain
auprès de vos électeurs, mais aussi dans votre vie au quotidien. Donc je pense que nous avons un réseau des jeunes parlementaires qui est déjà dynamique. Nous pouvons mieux faire, nous allons mieux faire, mais que nous sommes responsables car nous savons que cela fait partie de notre héritage politique. Je m'attendais à ce qu'un député jeune à la tête du réseau des jeunes parlementaires puisse me dire que l'un de vos objectifs est de se pencher davantage sur les problèmes du jeune Congolais. Effectivement, l'un de nos objectifs est de nous pencher sur le problème du jeune Congolais, mais l'un de nos objectifs également est de faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes en politique. En fait, c'est paradoxal. Nous œuvrons pour faire en sorte qu'il n'y ait pas que la politique qui attire les jeunes. Bien au contraire, nous voulons qu'il y ait des jeunes entrepreneurs, nous voulons renforcer les capacités des jeunes, faire en sorte qu'il y ait des programmes de formation de la jeunesse, parce que c'est les jeunes de par le monde qui créent de l'emploi, qui créent des opportunités, qui innovent, et nous voulons le faire. Mais également, il faut qu'il y ait des jeunes en politique. Il faut qu'il y ait du sang neuf qui nous permette de changer la manière avec laquelle la politique est faite dans notre pays. Donc nous sommes optimistes. Le réseau des jeunes parlementaires a pour but, au jour d'aujourd'hui, de renforcer les capacités des collègues jeunes députés nationaux, notamment en écriture de loi, de projets, de propositions de loi, de textes de loi, mais également les accompagner dans toutes leurs initiatives de contrôle parlementaire, questions écrites, questions orales avec débat. Et enfin, ça c'est au niveau de l'Assemblée. Et au fin, je parle du jeune à la cité. Et je finis d'abord au niveau de l'Assemblée nationale, puis je passe. Et enfin, d'ouvrir, de faire en sorte de faire le pont entre les générations en ouvrant aux législatures à venir l'accès à la politique aux jeunes qui souhaitent y entrer pour faire, en tout cas on veut laisser comme héritage la jeunesse comme première force politique du pays. Si vous regardez, nous représentons 20% du poids de l'Assemblée nationale, mais si nous regardons la démographie congolaise, nous avons 70%, 70% de la population qui a moins de 25 ans. Donc encore, ce n'est pas représentatif. On n'a pas une Assemblée nationale représentative. Ça, c'est un héritage qu'on veut laisser. Et enfin, comme je l'ai dit au niveau de la population, nous voulons œuvrer pour la multiplication des programmes de formation, pour créer des fonds spéciaux pour les entrepreneurs, encourager la création, encourager l'innovation avec des entreprises nouvelles, performantes, qui vont créer de l'emploi. C'est ça vraiment que le réseau des jeunes parlementaires veut faire. Ron Bimola, député élu de Kinshasa, on ne peut pas terminer cette émission sans parler de la capitale, car vous êtes l'un des porte-parole de tous ces Kinois qui se plaignent au quotidien des embouteillages, des routes qui sont complètement défoncées, de l'activité économique qui ne tourne plus bien, bref, d'une ville qui souffre. Qu'est-ce qu'un député jeune Kinois peut dire sur la question et qu'est-ce qu'il peut faire en tant que porte-parole de ses électeurs de Lukunga, mais également des Kinois? Encore une fois, merci pour cette question pertinente. Aujourd'hui, la problématique des embouteillages est devenue systémique, cette problématique plutôt est très importante pour les Kinois, dans le sens où nous perdons en productivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, contrairement aux autres mégalopoles ou métropoles du monde, nous ne pouvons faire qu'une ou deux choses dans la journée. Vous ne pouvez pas à la fois déposer vos enfants à l'école, à la fois aller chez le médecin ou chez le dentiste, à la fois faire vos courses, aller sur votre lieu de travail et récupérer les enfants, rentrer à la maison. On perd en productivité. Des gens arrivent en retard au rendez-vous. Ils ne peuvent pas enchaîner 2 rendez-vous dans la journée. Donc c'est une problématique qu'on prend très au sérieux. Il y a également la problématique des inondations. Je suis descendu dans la commune de Massina, dans la Tchangou, suite aux récentes inondations, pour voir ce qui s'était réellement passé, le niveau d'eau qui est monté de 3 mètres de hauteur, le nombre de morts, les témoignages glaçants, les témoignages de cette population, je l'ai recueilli. Et d'ailleurs, j'avais fait une question d'actualité au ministre de la Santé, au niveau de l'Assemblée nationale, pour voir comment est-ce que ces victimes ont été justement accompagnées durant ces faits horribles. Enfin, il y a aussi, mais pas enfin, il y a beaucoup de problématiques. Il y a la problématique des déchets, la ville est sale, il y a la problématique des érosions. Je suis encore allé récemment à Mongafula voir les têtes d'érosion qui sont abyssales, qui sont énormes. Et maintenant, en tant qu'élu kinois... Justement, vous n'êtes pas là que pour évoquer les problèmes que par ailleurs j'ai énumérés, mais pour proposer des solutions et essayer d'agir en tant que député.
c'est vrai que vous n'avez pas forcément d'influence sur le gouverneur de la ville, mais on va y revenir, ou sur le gouvernement provincial. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais nous avons de l'influence au niveau des ministres nationaux, notamment des ICPR, qu'est-ce que vous faites justement pour que tous ces problèmes que vous avez énumérés trouvent des solutions, parce que ça ne va pas. Tout Quinois que vous allez rencontrer, ou presque, vous dira que ça ne va pas. Récemment encore, j'ai des collègues qui sont allés voir justement le directeur général de l'OVD pour parler des problématiques actuelles. Nous les convoquons. Nous avons convoqué des ministres au niveau de l'Assemblée nationale pour faire le contrôle parlementaire et pour déceler, voir les problématiques et sanctionner s'il faut sanctionner. Actuellement, les problèmes sont nombreux. C'est des problèmes endémiques et on doit répondre aux préoccupations de la population. Nous voulons agir et nous allons continuer à agir, notamment même avec le réseau des jeunes parlementaires. Donc, oui. Au-delà du réseau des jeunes parlementaires, parlons de la quarantaine des députés élus de Kinshasa. Par le passé, on a vu des élus de Kinshasa se constituer en caucus. Je ne sais pas si ça existait toujours. Nous avons un caucus, effectivement. Oui, et on a vu les caucus des députés de Kinshasa peser davantage. Lorsque j'ai parlé ici d'influence, ça veut dire que le travail de contrôler, et ainsi de suite, le gouvernement provincial relève plutôt des députés provinciaux. Mais vous, au niveau national, vous pouvez également, à travers le lobby, à travers certaines pressions, à travers une certaine diplomatie parlementaire, obtenir des solutions pour la ville de Kinshasa. Mais on ne vous sent pas, on ne vous voit pas si organisé, si déterminé à aller dans ce sens-là. Je ne suis pas le président du caucus, parce que nous avons un caucus qui est organisé. Malheureusement, je ne suis pas le président du caucus. Qui est dirigé par qui? Qui est dirigé par l'honorable Raphaël Kibuka, qui est un élu quinois comme moi. Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous allons, avec les élus quinois, mettre en place des initiatives que vous verrez d'ici peu pour répondre de manière claire et précise aux problématiques de notre population. Vous allez le faire? Oui. Nous sommes déjà Vous attendez quoi? Nous n'attendons rien du tout. Les embouteillages, c'est depuis octobre de l'année dernière. Les inondations, c'est depuis avril. Tous ces problèmes, c'est depuis des mois que les Quinois les vivent. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous nous sommes déjà, et de nombreuses fois, exprimés sur cette problématique. Et comme vous l'avez dit vous-même, les députés n'ont pas un impact direct, mais plutôt indirect par le contrôle sur ce qui se passe. Et nous sommes très regardants, nous sommes stricts, et nous sommes en train de mettre en place des initiatives d'envergure. Cela prend un certain temps de mettre des initiatives en place d'envergure pour répondre à ces problématiques en profondeur. Parce que nous ne sommes pas là pour faire de la démagogie. Nous ne sommes pas là pour faire du populisme. Pourquoi ça devrait prendre autant de temps pour les gens qui vivent à Kinshasa, qui vivent la même situation que tous ces Quinois qui se plaignent? Pourquoi ça devrait prendre autant de temps? Cela peut paraître long. Cela peut paraître long et c'est bien évidemment pour certaines personnes, pour notre population qui souffre, c'est bien trop long. Nous essayons de raccourcir ce délai-là, mais pour faire quelque chose de concret et de pertinent, il faut du temps. Vous savez, la proposition de loi que je présente aujourd'hui, j'ai passé plus de 6 mois à travailler dessus. Mais je pense qu'elle va répondre en profondeur aux problématiques de notre pays. Il en va de même avec les problématiques des Quinois. Elles sont nombreuses. Il faut savoir quelles problématiques traiter en priorité, essayer de comprendre les acteurs en place, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Il faut savoir que cela, c'est un problème multisectoriel. Il y a plusieurs ministres d'État ou non qui sont partie prenante de la problématique. Il y a monsieur le gouverneur, il y a également, comme vous dites, l'Assemblée nationale qui peut agir d'une certaine manière et nous prenons tout cela en cause pour pouvoir agir. Mais encore une fois, en tant que président du réseau des jeunes parlementaires notamment, nous sommes à notre premier mandat, nous venons d'être élus, nous faisons déjà beaucoup. Si vous regardez, la plupart des propositions de loi déposées à l'Assemblée nationale sont faites par de jeunes députés nationaux. Si vous regardez, la plupart des initiatives de contrôle parlementaire sont déposées par des députés nationaux jeunes, encore une fois. Donc nous avons déjà commencé et nous allons continuer. Lorsque je parle de travail d'envergure, c'est qu'à chaque fois que nous souhaitons faire quelque chose de manière collective, nous devons nous regrouper, réunir nos énergies, réunir nos idées, notre créativité, notre poids politique pour impacter. Que répondez-vous à ce jeune Quinois qui peut se dire qu'il est aujourd'hui, au vu de ce qui se passe, abandonné par ses élus? Vous pouvez dire qu'il n'est pas abandonné par ses élus travaillent, les élus rencontrent malheureusement des difficultés, mais que nous allons surmonter.
nous allons les surmonter. Nous sommes entrés en politique pour changer les choses et non pas pour nous la couler douce. Nous sommes là vraiment pour faire le travail et ce travail sera fait. Et on s'excuse pour le temps que ça prend, mais nous sommes là aussi pour montrer, pointer du doigt les difficultés. Aujourd'hui, lorsque je me tiens devant vous, je pointe du doigt les limites de notre organisation étatique. Je les pointe du doigt. Moi, par exemple, en tant que jeune député national, je suis entré en politique face aux mêmes problématiques. Les problématiques que l'on rencontre aujourd'hui sont les mêmes qu'il y avait lorsque j'étais membre de la société civile. J'ai fait face, et je fais toujours face à ces embouteillages. Je comprends les difficultés, je comprends la souffrance de la population, qu'elle soit quinoise ou même ailleurs dans le pays, et on veut agir. Agir de manière pertinente, sans faire de populisme, et de manière efficace surtout. Mais vous avez totalement raison de poser ces questions, vous avez totalement raison de tenir cette posture de rigueur, car la population attend plus et la population mérite plus.